Bonjour à tous. On s'appelle la Greener Family. C'est un nom qu'on s'est donné. En fait, on est une famille. Nous sommes des particuliers. On va plutôt témoigner d'une démarche qu'on a conçue aujourd'hui qui s'appelle le zéro déchet, qui tend vers l'éco-frugalité. On y reviendra aussi dans les termes. Donc voilà, on va rapidement vous dire qui on est, ce que c'est notre démarche et toutes nos réflexions justement autour de la cuisine. Donc ça fera un petit peu écho à la présentation que vous allez faire parce que pour le coup, on est une famille qui serait plutôt cliente de ce type de réflexion sur l'énergie musculaire par exemple ou des choses en autosuffisance. En fait, qui on est? On est donc voilà, Julien, Carole, avec 2 enfants, 7 ans et 4 ans. Il y a 1 an, en fait, on est devenu propriétaire d'une maison dans le sud d'Essonne. Et ça a été l'occasion pour nous en fait, de faire le constat un petit peu de ce qu'on produisait en déchets et de faire suite à 2 lectures de livres. Peut-être une personne que vous connaissez, là, dont on entend parler un petit peu plus aujourd'hui, qui s'appelle Bea Johnson, une expatriée française à San Francisco qui a démocratisé entre guillemets le concept avec son expérience aux États-Unis. Et un autre livre de Colin Bivan qui lui a poussé un petit peu à l'extrême l'expérience puisque pendant plusieurs mois il a, au-delà de faire du zéro déchet, il a également essayé de ne pas produire de CO2, en tout cas d'avoir un équilibre zéro sur ses émissions. Et donc il a fait toute une expérience aussi où il allait beaucoup plus loin, notamment sur la partie électrique, sur tout ça. Voilà, je viens d'avoir 40 ans, donc on a été élevé dans les années fin 70-80, donc la consommation de masse. Et donc on s'est rendu compte qu'on produisait 50 litres. Alors, on n'est pas allé jusqu'au poids parce qu'on n'est pas encore très dans le détail. Chaque semaine, on sortait un sac de 50 litres de déchets, tout compris. Donc on a l'habitude en France de faire du tri. On commence à voir un petit peu, mais c'est beaucoup des travaux sur l'emballage. Donc on fait beaucoup de tri sur le verre, l'emballage. Par contre, il nous restait encore 50 litres toutes les semaines. Donc ça a été plus un constat de produire des choses inutiles et donc de se remettre en question. On s'est donné 1 an. Et on écrit en fait toute notre expérience dans un blog qui s'appelle lagreenerfamily.fr. Et on ne parle pas que de la réduction des déchets, on parle effectivement de toutes nos démarches de réduction d'énergie, de réflexion sur du potager. On a des poules aussi. Donc c'est tout un concept qui nous permet in fine aujourd'hui d'arriver aux mêmes 50 litres, mais qu'on sort tous les mois. Donc on est encore loin de faire zéro déchet, c'est vraiment le concept. Mais par contre, très facilement, on arrive à réduire ces déchets, beaucoup par du pragmatisme et surtout par un mode de consommation qui a changé. Donc c'est un petit peu la clé un petit peu de la démarche, c'est qu'on modifie notre mode de consommation. On va réfléchir effectivement par rapport à ce que l'ADEME écrit en disant qu'une famille comme la nôtre, c'est 400 kg de déchets par an, par personne. Donc forcément, ça interpelle. Aujourd'hui, on va dire la gestion des ordures ne prête pas à faire des efforts dans la mesure où c'est une taxe qui est commune. Qu'on produise beaucoup, qu'on ne produise pas, finalement, on paye tous le même prix. Mais voilà, à titre personnel, on va avoir une démarche qui est la nôtre, qui est une démarche éco-citoyenne, qu'on veut, par l'exemple et par l'échange, exprimer un petit peu toute cette problématique-là. Le zéro déchet, qu'est-ce que c'est? C'est un concept, en fait, si on imagine une pyramide inversée qui se base sur un principe qu'on appelle les 5 R. C'est en anglais, donc je vous verrai que le 5e n'est pas un R, mais je vous expliquerai pourquoi. Donc ça commence par le refus. Le refus, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ne pas faire rentrer chez soi des choses qui sont inutiles, dont on n'a pas besoin. Et donc, c'est la première étape de cette démarche-là. C'est la plus difficile conceptuellement parce que refuser quelque chose, c'est toujours compliqué. Par contre, c'est celle qui est la plus efficace. Un exemple simple, hein, les catalogues papier qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres, si on n'en reçoit pas, on réduit déjà de 30 kg par foyer la production du papier, en tout cas qu'on n'utilise pas. Donc c'est un premier exemple important, mais c'est celui qui est le plus efficace d'un point de vue réduction. La deuxième, c'est la réduction. C'est-à-dire que si on ne peut pas refuser quelque chose, on va essayer de réduire son utilisation. Dans l'alimentaire, en tout cas, c'est de là qu'on va commencer à parler de réduction des emballages. C'est là qu'on va commencer à parler de réduction un petit peu de la quantité et qu'on va aller vers des concepts d'achat qui sont autour du vrac, de la juste quantité.
et qui va permettre en fait mécaniquement de continuer à être consommateur, mais un petit peu plus réfléchi et sur des choses qui sont proches de notre propre consommation et surtout de travailler sur des produits qui sont moins emballés, voire pas emballés du tout. Une fois qu'on a dit ça, la troisième étape, c'est la réutilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va bannir tout ce qui est objet à usage unique. Donc évidemment, tout ce qui est vaisselle jetable, on oublie, le sopalin, on oublie, et on va les remplacer en fait tout simplement par des choses qu'on réutilise. Donc pour le sopalin, on va prendre de la microfibre, pour les assiettes, on va prendre de la vaisselle, et vous verrez que dans notre réflexion du coup, on se réapproprie beaucoup de choses. On se réapproprie la cuisine au sens espace de vie. On va avoir besoin d'espace, on va avoir de plus en plus de vaisselle, donc finalement, on se réapproprie des choses qu'on avait oubliées. On parlait de temps, finalement le temps on le change un petit peu aussi. Donc voilà, on va réutiliser beaucoup de choses, on va utiliser de la conserve, on va faire soi-même, pour être toujours dans l'optique de réduire les déchets qu'on générerait par l'usage de produits uniques. Une fois qu'on s'est dit ça, le quatrième, c'est le recyclage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a quand même utilisé un produit qui serait en fin de vie, l'objectif, c'est de le recycler pour que soit on le transforme carrément, donc c'est là qu'on peut parler d'upcycling, c'est-à-dire qu'on va utiliser des outils et plutôt que de le recycler pour le refabriquer à l'identique, on va le transformer pour un usage qui est différent. Donc il y a des exemples sur des choses qu'on peut faire avec effectivement des couverts et les transformer en œuvres d'art, des choses comme ça. Ce n'est pas forcément pour un usage de cuisine ou choses comme ça, mais voilà, ça peut être détourné. On voit beaucoup de choses tourner sur des boîtes de conserve qu'on réutilise en luminaire ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est cette réflexion-là. Ça permet de ne pas les jeter. Donc voilà, de facto, on réduit. Et puis le dernier R qui en anglais est ROT, c'est en fait le compostage. C'est-à-dire qu'en fait, à la bas de l'échelle, on va composter. Donc tous nos biodéchets, tout ce qu'on peut composter, on le composte. On a la chance d'avoir un jardin. Donc effectivement, on a notre compost dans le jardin. Si on avait été en appartement, on aurait effectivement réfléchi à tout ce qui est lombricomposteur. Et on a également la chance d'avoir un petit peu de place pour mettre un poulailler. Donc elle nous aide aussi beaucoup à réduire nos déchets alimentaires. Voilà sur cette pyramide et sur le principe du zéro déchet. Et si on applique ça finalement à chaque action qu'on a au quotidien, on est aujourd'hui, alors on est encore très loin, mais en tout cas, on est passé de 50 litres par semaine à 50 litres par mois, sachant qu'on a encore pas mal d'efforts à faire. Donc c'est quelque chose qu'on ne veut pas contraignant. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait relativement facilement, mais c'était une des options, c'est-à-dire que dans notre démarche, il ne faut pas que ce soit contraignant, sinon, on n'est pas dans un usage de vie, dans notre mode de vie un petit peu d'une famille. On ne veut pas que nos enfants voient ça ou soient moqués à l'école, etc. Donc ça rentre dans notre quotidien, et aujourd'hui, ça se passe très très bien. Au contraire, notre démarche fait un petit peu tache d'huile sur aussi bien les parents d'élèves qu'à l'école. Donc on diffuse un petit peu l'information, et ne serait-ce que là, les centaines de personnes qui nous suivent, voire les 60 000 qui suivent Bea Johnson, montrent qu'il y a quelque chose qui se passe autour de ça. Une fois qu'on a parlé réduction des déchets, on va parler éco-frugalité. Qu'est-ce que c'est? Globalement, c'est faire la même chose, mais avec moins. Donc effectivement, quand on discute avec les générations précédentes, ils voient un peu notre démarche comme de la régression au sens innovation. Vous parliez tout à l'heure dans la question précédente. Est-ce qu'il faut regarder en arrière? Ce n'est pas vraiment regarder en arrière. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut refaire des choses en effet comme avant, mais peut-être avec des matériaux qui sont réutilisables, des matériaux qui sont recyclables. Effectivement, c'est savoir avoir cette réflexion, et plutôt de réfléchir le cycle d'un objet comme une économie circulaire et non plus une économie linéaire où en fait on le produit, on le jette. L'objectif, c'est vraiment de réfléchir à quelque chose qu'on sait produire, qu'on sait utiliser et qu'on sait réutiliser derrière. Et donc dans toutes nos consommations aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait le choix, à chaque fois, on se pose la question, qu'est-ce qui est un produit ou un service qui allie des qualités économiques
et des qualités écologiques. C'est ça l'éco-frugalité, c'est-à-dire de trouver le juste équilibre entre quelque chose qui est utile et qui est à la fois économique, donc on va chercher quelque chose qui est moins cher à utiliser, et quelque chose qui a des critères écologiques. Et donc si on applique ça dans notre démarche, on a aujourd'hui effectivement réinvesti, on dit réinvesti la cuisine, c'est-à-dire qu'elle fait pour le coup un peu plus que 9 mètres carrés, on a aussi de la chance. Mais on est rentré dans une cuisine où aujourd'hui on va la refaire et du coup on a toutes ces réflexions. Aujourd'hui quand on va faire nos courses, on est armé de bocaux, on est armé de sacs en tissu pour effectivement éviter de faire des achats sans emballage. Ça veut dire qu'une fois qu'on les a ramenés à la maison, il faut qu'on arrive à les ranger. Et aujourd'hui, les placards ne sont pas faits pour ranger des bocaux de toute taille. On n'a rien pour conserver les légumes. Donc voilà, c'est la première réflexion qu'on a, c'est comment agencer aujourd'hui une cuisine pour être réceptif de ce type de contenant. Si vous avez vu le reportage de Bea Johnson, elle montre sa maison. Il y a quelque chose qui nous a marqué, c'est que son frigidaire ou son congélateur en fait, sont faits autour des bocaux. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas des frigidaires ou des congélateurs comme on a chez nous. En fait, ce sont des tiroirs qui sont faits de telle sorte qu'en fait, on pose ces bocaux qui sont effectivement faits pour de la conservation. Là aussi, aujourd'hui, on réfléchit à comment on peut, dans le fait maison, dans l'alimentaire qu'on met, pouvoir faire nos conserves, les congeler et avoir un espace suffisant pour que des bocaux de 1 litre, de 2 litres puissent être rangés. On va effectivement, dans les réflexions écologiques, beaucoup travailler sur le locavorisme. Donc on va chercher effectivement forcément ce qui est local et de saison, si possible bio. Après, voilà, tout ce qui est agriculture raisonnée fait partie des choses. Il n'y a pas un dogme sur le bio. Pour autant, on parlait de où trouver des semences. Aujourd'hui, effectivement, il y a des associations qui en vendent. Qui ont site internet en tout cas disponible. Après, effectivement, il y a pas mal d'interdictions, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on va réfléchir à de la production aussi locale, notre propre production en termes de potager, en termes de marchés en tout cas locaux, d'AMAP, de la ruche qui dit oui, qui est un autre système un petit peu de rassemblement de producteurs locaux. Et puis on va du coup réfléchir aussi beaucoup à comment réaménager les poubelles. C'est bête à dire, mais on réduit les poubelles, pour autant on a besoin de 5-6 containers différents, parce que justement on va faire beaucoup plus attention aux biodéchets. Une des réflexions, c'est dans quelle mesure nos biodéchets, si on n'a pas de compost, on pourrait quand même essayer de les valoriser avec des systèmes peut-être comme on voit aujourd'hui chez les restaurateurs, ou en tout cas dans certaines entreprises, voilà, de pouvoir faire de la production d'énergie avec. On va effectivement réduire la part de non recyclables, mais si on veut faire du recyclage, aujourd'hui il y a peu de collecte, à part carton et verre, il y a peu de collecte et donc de recyclage pour autant. Il y a des organismes tels TerraCycle qui permet en fait de faire des collectes de produits, de gourdes pour enfants, de papier d'emballage et qui permet en fait de créer des filières de recyclage pour ce type de produits. Aujourd'hui, ça va directement à la poubelle. Demain, l'objectif, c'est d'essayer de créer toutes ces filières qui nous permettent de détourner du déchet ces produits qui sont aujourd'hui de l'usage commun. Il y a effectivement toute la partie compost. Donc lombricomposteur, effectivement, c'est des options en appartement qui sont intéressantes. Et donc, c'est toutes ces réflexions-là qui sont aujourd'hui les nôtres dans l'aménagement de la cuisine. On réfléchit aussi beaucoup sur tout ce qui est économie d'énergie. Donc, au-delà de l'électricité, on imagine bien dans une cuisine pouvoir recycler son eau. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a l'eau potable qu'on utilise pour boire. On l'utilise aussi pour faire de la vaisselle, on l'utilise aussi pour les toilettes, pour la salle de bain. On n'a pas la chance aujourd'hui d'avoir tout un mécanisme de récolteur d'eau de pluie qu'on puisse filtrer et réutiliser dans la maison. On va l'utiliser pour le jardin. Par contre, on imagine bien qu'il y a des choses à faire sur le filtrage de cette eau-là, qui est aujourd'hui à disposition et qu'on puisse réinjecter dans notre cuisine, quitte à ce que ce soit l'eau potable qu'on a, qu'on puisse refiltrer, réutiliser. On fait déjà ça avec l'eau des légumes où finalement on va l'utiliser pour le potager, etc. Donc c'est des réflexions autour de cette eau-là.
est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de l'économiser par de la réutilisation? Et puis sur les meubles en tant que tels, effectivement, on va réfléchir aussi à des choses qui sont issues de l'agriculture raisonnée sur tout ce qui est bois. On va préférer de l'inox ou des choses qui sont réutilisables. Parce que le plastique, les ressources pétrolières finies, c'est des choses sur lesquelles on se détourne aujourd'hui, globalement dans cette démarche qu'on appelle aujourd'hui du zéro déchet à l'éco-frugalité, puisque c'est une démarche un petit peu plus large qu'uniquement la réduction de ces déchets. Voilà un petit peu pour notre témoignage d'une famille de 4 en banlieue parisienne et qui est passée effectivement par la grande consommation, mais qui aujourd'hui se recentre un petit peu sur des gestes éco-citoyens et des réflexions par rapport à tout ce qui est déchets et cuisine un petit peu innovante, mais pour répondre plutôt à ces problématiques-là d'économie de ressources. Voilà.